Bonjour et bienvenue à tous, comme chaque lundi dans un nouvel épisode des Esprits Positifs, le podcast qui explore les récits inspirants, les parcours lumineux des gens qui font la pensée positive et les esprits créatifs qui illuminent le monde. Le podcast qui va à la rencontre des personnes qu'on qualifie d'ordinaires, mais qui en réalité font des choses extraordinaires. Dans la vaste fresque des cieux africains, une étoile brille d'un éclat singulier, portant en elle les espoirs et les aspirations d'une génération avide de justice et de progrès. Imaginez un instant le désert brûlant de Mauritanie, où chaque grain de sable semble porter les poids des injustices et des souffrances. C'est là que notre invité, tel un mirage d'espoir, s'est dressé, bravant les tempêtes de l'adversité pour semer les graines de la solidarité et de la dignité. Journaliste de profession, il a raconté des histoires oubliées, donnant une voix aux sans-voix, éclairant les recoins les plus sombres de la conscience humaine. Mais il ne s'est pas contenté d'écrire l'histoire, il l'a vécue, sur le terrain, aux côtés des plus vulnérables. Responsable de communication dans la lutte contre le VIH-Sida, il a été le guerrier silencieux d'une bataille pour la vie et la dignité, mais contre l'obscurantisme et la discrimination, tendant la main à ceux qui avaient besoin d'espoir, de soins et d'amour. Mais son engagement ne s'est pas limité aux frontières de la santé publique. Il s'est élevé tel un faucon pour défendre les droits des jeunes, pour dénoncer les ravages du terrorisme et de l'extrémisme violent qui menacent la stabilité de la région sahélienne. Puis vient le temps de l'action, du combat quotidien pour un monde meilleur, avec la fougue de la jeunesse et la sagesse des anciens. Il a fondé la Marmite du cœur, un havre de solidarité et de générosité au cœur d'un océan de détresse et d'indifférence, pour combattre les fléaux qui rongent sa société, à savoir la pauvreté, l'analphabétisme et le chômage. Et comme tout cela ne suffisait pas à nourrir notre admiration, il est animé par une foi inébranlable en l'avenir. Il a franchi le seuil de l'arène politique, déterminé à changer le destin de sa nation. Élu député, il est devenu le porte-voix des exclus, le défenseur des oubliés, le symbole vivant de l'espoir renaissant pour une démocratie en marche. À travers ses luttes et ses victoires, il incarne l'âme de l'Afrique, battante et résiliente, éprise de liberté et de justice, prête à défier les épreuves et à conquérir les sommets, où chaque citoyen compte, où chaque voix est entendue, pour un continent uni, prospère et libre. Mesdames et messieurs, nous avons l'honorable député Hali Mamadou Diallo. Honorable, merci d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue dans Esprit Positif. Merci à vous et merci à Esprit Positif pour cette magnifique invitation. Tout d'abord, on va commencer parce que pour ceux qui ne vous savent pas, vous êtes orphelin de père et de mère. Est-ce que c'était facile pour l'enfant orphelin de devenir ce que vous êtes devenu aujourd'hui? Oui, j'ai souvent la douleur, mais aussi le bonheur de raconter ma vie pour qu'elle serve de leçon aux générations futures, pour qu'elles puissent comprendre qu'on peut partir de zéro pour devenir un héros. J'ai perdu ma mère, que je connais à peine, je connais même pas ma mère, voilà. Donc, je connais mon père qui est décédé, j'avais 9 ans, et j'ai grandi avec ma grand-mère maternelle qui m'a transmis des valeurs de tolérance, de partage, de solidarité, mais surtout aussi de dignité et de respect de l'autre. Ensuite, à l'âge de 10 ans, j'ai été adopté dans une famille française. Donc, j'ai vécu entre la Mauritanie et la France. Et je fais un coucou à mon père adoptif, Dr Christophe Rochigneux, qui travaille aujourd'hui à Dakar. Donc, ça a été très difficile parce que je viens d'une famille pauvre. Je viens d'une famille pauvre en termes de matériel, mais pas en termes de comportement et de dignité. On m'a transmis des valeurs extraordinaires. Donc j'ai vécu dans des difficultés, mais j'ai grandi aussi dans une autre famille qui m'a éduqué, qui m'a ouvert la porte de la vie, qui m'a permis de comprendre que tout peut changer d'un moment à l'autre. On peut quitter la misère pour être dans le luxe, comme on peut se retrouver dans la misère et quitter le luxe. Donc aujourd'hui, je peux allier les deux. Quand je vais dans un endroit, la vie m'a appris ça. Le fait d'être orphelin, ça m'a appris à respecter les autres, à comprendre que l'autre, il est comme toi.
l'autre c'est une photocopie de toi. Et des fois, je remercie Dieu du fait d'avoir perdu mes parents. Parce que quand je le dis, ça peut un peu choquer certains. Mais quand vous comparez, parce que moi je suis aussi beaucoup dans la religion, quand vous comparez un peu la vie du prophète, alayhi salatu wa salam, Mohammed, vous allez comprendre pourquoi je raisonne comme ça. Dieu a décidé de faire du prophète l'envoyé le plus magnifié, le plus respecté, le plus honorable. Mais pour pouvoir y parvenir, on a dû faire quitter les parents du prophète alayhi salatu wa salam. Donc moi aussi, je sens que j'ai cette mission de rapprocher les humains, d'être tolérant. Et le fait que mes parents ont été retirés du monde, cela est en quelque sorte pour moi un moyen d'avoir plus de force. Pourquoi? Parce qu'il suffit juste de se dire que tu vois un jeune qui manque de respect à ses parents, qui vit avec son père et sa mère, qui ne les écoute pas, qui ne les respecte pas. Tout cela, toi, quand tu regardes, tu te dis, heureusement que mes parents ne sont pas là, parce que la vie, on ne sait jamais. J'aurais pu avoir mes parents avec moi, mais leur manquer de respect. Et aujourd'hui, quand je vois certains jeunes dans des conférences, etc., je leur dis souvent, profitez bien de vos parents, parce que l'heure fatidique, quand elle arrive, vous pouvez le regretter. Voilà. C'est important. Et est-ce que vous vous sentez redevable à cette nation ou bien à vos familles, et est-ce que c'est parce que vos parents adoptifs ont fait quelque chose de bien pour vous que vous vous sentez redevable, pas seulement pour votre famille, mais pour la nation tout entière? Parce qu'on a vu, la France a les restos du cœur, le Sénégal a la marmite du cœur, et la Mauritanie a à travers vous la marmite du partage. Ouais. En fait, je dirais pas que c'est à cause de ma famille adoptive. Bien vrai que je lui voue un respect extraordinaire. Mais comme j'ai dit, j'ai quand même vécu avec ma grand-mère. Moi, je pense que mon plus grand mentor que j'ai eu dans ma vie avant quoi que ce soit, c'est ma grand-mère. Parce que cette dame qui a vécu 105 ans, qui m'a transmis toutes les valeurs humaines et même la solidarité autour de ce qu'elle avait construit au sein de la famille, m'a permis d'avoir ce que je peux appeler une fondation. Donc c'est comme quand vous construisez un joli bâtiment, vous avez besoin d'une belle fondation pour solidifier le bâtiment. Et la grand-mère a été mon départ humain. Et maintenant, l'adoption dans la famille, au niveau de la France, au niveau d'ici, parce que Christophe, il a travaillé à Nouakchott, et le fait de rencontrer plusieurs cultures, de faire beaucoup de voyages, beaucoup de pays, cela m'a beaucoup influencé dans le sens positif. C'est comme si c'était une jalousie. Tu vas en France ou tu vas à New York, tu vois que c'est magnifique, c'est joli, c'est bien fait. Tu vas à Dakar, j'ai vécu plus de 7 ans à Dakar. Donc, la construction d'Ablaye Wade, les bâtiments, tout ça m'a trouvé au Sénégal. Le pont du Sénégal 92, c'était le seul pont que Dakar avait à l'époque. Et donc, quand vous voyez cette évolution de tous ces pays que vous visitez, ça crée une sorte de jalousie positive chez vous. Et c'est sur cet aspect-là que je me sens dans le rêve de réaliser la modernité, le développement. Mais surtout, nous, aujourd'hui, nous avons besoin de justice. Quand vous avez un pays, vous avez besoin de mettre en place d'abord la justice. Vous avez besoin d'être équitable, vous avez besoin d'être honnête, mais vous avez besoin d'être tolérant. Tout ça, vous allez le faire dans la tolérance et dans le respect de l'autre. Et donc, forcément, la famille adoptive, ça a beaucoup influencé. Oui, ça m'a énormément influencé, et positivement, parce que j'ai grandi dans une famille française qui est très différente des autres familles. C'est une famille africanisée d'abord. Parce que la plupart aussi de l'influence au sein de la famille, même en France, ce sont les enfants de cette famille qui sont en Afrique, qui ont grandi en Afrique, qui ont pris des valeurs africaines qu'ils ramènent au sein de la grande famille en France. Et ce mélange entre le mode européen et le mode africain fait que moi, j'ai eu la chance de garder mon africanité tout en m'ouvrant au monde. Je suis très moderne, je suis très tolérant, j'admire plein de choses, mais je suis fier de porter cette africanité. La France, c'est un pays que je connais, oui, mais politiquement, c'est un pays avec qui je ne suis pas d'accord. Et je pense que si le fait d'avoir décidé de vivre en Mauritanie,
je pense que c'est un choix ultra difficile. Parce que je connais beaucoup de Mauritaniens qui me regardaient à travers. Pour eux, mais qu'est-ce qu'il fait ici, dans un pays difficile comme celui-là? Il peut rester en France, il peut construire sa vie. Mais ma philosophie, pour moi, l'essentiel n'est pas de construire sa vie. L'essentiel, c'est de construire et de réparer les vies des autres, comme la mienne a été construite et réparée. D'accord. Et où est-ce que vous trouvez les fonds? La plupart des fonds de la marmite du partage, c'est des dons. Donc, vous savez, pour faire de l'humanitaire en Mauritanie, c'est très difficile. Parce que nous avons été en quelque sorte les précurseurs de l'humanitaire alimentaire, c'est-à-dire cuisiner, distribuer, ça n'existait pas. Donc nous, on est venus avec la marmite du partage, on cuisinait, on distribuait. Vous savez, quand vous faites quelque chose, il faut toujours partir avec la crédibilité. Et cette crédibilité que nous avons, on a des partenaires, des amis, des Mauritaniens qui sont chefs d'entreprise, qui sont des hommes d'affaires, et qui sont de la famille, des proches, et qui sont prêts à mettre les moyens dans l'action humanitaire que nous sommes en train de faire. Donc, il y a cette confiance. Mais je voudrais ici profiter pour rendre hommage à l'une des premières personnalités de ce pays qui nous a beaucoup aidés. C'est le président Ahmed Hamza, qui est décédé, qui était le maire de Nouakchott, donc qui était comme un père pour moi, un grand ami à moi. Et tous les Mauritaniens connaissent ma relation avec Ahmed Hamza. Ahmed Hamza, c'est un Maure, c'est un Wolof, c'est un Poulard, c'est un Soninké, c'est un Mauritanien qui incarnait toutes les valeurs et les cultures de notre pays. Donc cet homme m'a beaucoup accompagné dans la réalisation des activités humanitaires de notre association, la Marmite du Partage. Et donc ça fait 13 ans que cette organisation existe. Nous continuons, même cette année, nous allons engager cette 13e édition. Même si je suis député, je dis toujours, la ceinture de ma vie, c'est faire l'action humanitaire. Parce que tout, en fait, est lié à ma vie. Vous savez, vous pouvez venir pour faire l'humanitaire parce que juste c'est un fun pour vous. Mais moi, je le fais parce que je me sens redevable envers les familles qui n'ont pas eu la chance que moi j'ai eue. Il y a des familles ici en Mauritanie qui sont dans le besoin, qui ont besoin de manger, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'habits, qui ont besoin qu'on paye la scolarité de leurs enfants. Ces gens-là, j'ai envie de leur donner le meilleur de moi-même et cela va jamais s'éteindre en moi. D'accord. Votre sens du partage et votre compassion va même au-delà de l'imagination. Parce que là, le premier acte que vous avez fait en étant député, c'était de diviser votre salaire, de donner la moitié de votre salaire au COVISIM, qui est le collectif des orphelins des victimes civiles et militaires. Pourquoi ce choix-là? Ceci n'a pas été la première action de mon salaire. Beaucoup de gens pensent que c'est la première action. Non. Moi, j'avais pris un engagement il y a 4 ans. Avant de devenir député, j'avais écrit sur ma page Facebook. Moi, une fois député, chaque mois, je donnerai la moitié de mon salaire aux démunis. C'est comme ça que c'est venu. Et ça n'a pas aussi été une promesse électorale, parce que je l'ai écrit il y a 4 ans, avant mon élection, parce que de par ma foi, j'étais sûr qu'un jour, on sera au Parlement, Inch'Allah. Aujourd'hui, on l'est. Et donc, moi, je suis quelqu'un qui pense que dans la vie, si vous dites une parole, vous devrez la respecter. Si vous ne pouvez pas la respecter, il fallait pas la dire. Et donc, puisque j'ai dit que je vais donner la moitié de mon salaire, tout ça continue dans l'action humanitaire que je suis en train de faire. Et donc, forcément, je suis allé voir le COVISIM. Je leur ai donné la moitié de mon salaire. Pourquoi? C'est d'abord être solidaire avec ces orphelins dont les parents ont été exécutés pendant les événements entre le Sénégal et la Mauritanie, mais qui ont été exécutés par le gouvernement mauritanien. Donc, il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame là-dessus. Et donc, ces jeunes ont grandi aujourd'hui, ils ont 30 ans, ils ont 29 ans. C'est des orphelins. J'ai envie de leur dire, moi, malgré le peu que j'ai, je suis prêt à partager avec vous. C'est ma manière de leur dire, je suis solidaire avec vous. C'est ma façon de leur dire, le combat que vous menez, c'est aussi mon combat. Et donc, ça, c'est un plaisir pour moi de prendre la moitié de mon salaire, de leur donner et de donner à d'autres démunis. Chaque fin du mois, on a le système de Bankili ici, de Masrivi, un peu comme le Money, Orange Money et tout ça. Ici, chaque fin du mois, il y a des personnes, des familles qui ont des problèmes d'ordonnance, des problèmes de loyer, des problèmes de scolarité. J'essaie de le faire avec mon cabinet, on leur envoie. On a toutes les captures. Donc, on n'invente absolument rien. Mais c'est pas parce qu'on donne qu'on doit en faire une publicité. Non. Nous les avons comme archives. S'il y a des personnalités responsables qui veulent voir réellement, ou des journalistes même responsables qui veulent
voir un jour ce qu'on aura fait durant toute cette législature en termes de salaire, je pense que ça sera facilement prouvable. Voilà un peu ce qui m'a poussé à soutenir les orphelins. Voilà. Vous êtes jeune, un jeune député. Et malheureusement, pour la majorité des jeunes, ils ne croient pas, ils n'ont plus l'espoir en ces pays. Parce qu'on le rappelle, plus de 10 000 sont partis aux États-Unis. Et le taux de chômage, je pense, a atteint 37 ou bien 30%. Et c'est parce que, est-ce qu'il y a une véritable politique de jeunesse? En fait, vous avez parlé de 10 000. Non, aujourd'hui, on est à 16 286 Mauritaniens qui sont partis à l'extérieur. Et la plupart de ceux qui sont partis, c'est des jeunes. C'est une véritable hémorragie contre le développement économique et social de notre pays. Et même intellectuel de notre pays. Mais vous savez, vous ne pouvez pas vouloir faire des omelettes sans casser des œufs. C'est pas possible. Si on veut retenir cette jeunesse-là, si on veut que cette jeunesse ne parte pas, qu'elle ne se sacrifie pas, qu'elle ne passe pas par le Nicaragua, qu'elle ne prenne pas le Barça ou le Barzac, il faudra leur offrir un milieu où ils peuvent se divertir d'abord. Vous savez, les gens parlent de développement économique. Un jeune, il a besoin d'abord de se divertir. Il a besoin d'apprendre. Il a besoin de liberté. Si vous lui assurez la liberté de se sentir chez lui, déjà, c'est un gros fardeau que vous lui enlevez. En plus, si vous lui offrez un travail décent, où il peut gagner sa vie honnêtement, où il peut travailler, où il peut être formé. C'est pas que travailler. On peut aussi être formé, se spécialiser, etc. Il y a plusieurs paliers par lesquels on doit pouvoir passer. Malheureusement, nous sommes un pays ultra riche. Faut pas se voiler la face. La Mauritanie, c'est un pays très riche. Mais si, jusqu'ici, il y a un taux de 37% sur le chômage, il y a problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les politiques publiques ne sont pas orientées de la manière la plus positive vers la jeunesse. Et nous sommes un pays jeune. La Mauritanie, c'est un pays jeune. C'est presque, si je ne me trompe, 52% du pays est jeune. Donc, s'il n'y a pas de politique publique jeune qui permette à cette jeunesse de se sentir chez elle, vous ne pouvez pas la retenir. Vous pouvez pas la retenir parce qu'on est dans un monde qui est devenu un petit village planétaire. Et ce qui se passe à New York à 8 heures, mais c'est la même chose qui va se passer à 8 heures à Dakar ou à Bamako. Donc les jeunes sont informés et ils ont pour eux ça c'est des opportunités de partir. Mais moi, en tout cas, je ne condamne pas les jeunes du fait qu'ils partent, mais je les condamne le fait de sacrifier leur vie à travers la mer, à travers des voyages risqués où ils peuvent mourir. Parce que pour moi, toute âme africaine jeune qui meurt, c'est l'Afrique qui meurt en même temps. Parce que l'Afrique a besoin de cette jeunesse-là. Mais les dirigeants de nos pays doivent permettre à cette jeunesse-là d'avoir une possibilité d'exploiter, d'innover. Mais encore une fois, tout cela n'est pas un justificatif aux jeunes parce que ça fait mal, parce que c'est difficile, je vais tout abandonner, risquer ma vie. Non. Il y a des jeunes africains qui ont fait le sens inverse, qui ont quitté l'Europe pour revenir en Afrique. Et nous, on en fait partie. On avait la possibilité de vivre aux États-Unis, de vivre en France, de vivre un peu partout. Mais nous avons fait le choix difficile de travailler chez nous. Et je sais qu'on a rencontré beaucoup de contraintes et les Mauritaniens le savent. Mais vous ne pouvez pas avoir du charbon si vous ne supportez pas la fumée du bois. Donc, est-ce que c'est pas l'aspect de cette fatalité, c'est-à-dire les jeunes attendent toujours des choses venant du gouvernement? Est-ce qu'on ne peut pas dire que les jeunes doivent reprendre en fait le contrôle du jeu? C'est-à-dire que c'est leur continent. Ils doivent l'assumer. Ils doivent rester ici, se battre comme vous l'avez fait. Et pour qu'enfin le continent émerge? Ça, vous le dites, je le dis, parce que nous avons l'espoir. Vous savez, la chose la plus dangereuse pour un jeune, c'est de perdre espoir. Quand vous perdez espoir, il n'y a plus aucune issue pour vous que le sacrifice. Et très souvent, c'est ce qui va conduire les jeunes à prendre des pirogues, à aller par le Nicaragua, à même aller être embarqués comme des terroristes. Parce qu'ils perdent espoir. Et nous, on doit redonner espoir à cette jeunesse-là. On doit faire comprendre à cette jeunesse que malgré toutes les difficultés, elle peut combattre, elle peut rester là, elle peut se battre, elle peut avoir sa place. Mais ça, ce n'est pas facile moralement.
les pesanteurs de la société sur les jeunes, en plus du manque de gains pour les jeunes, moi je pense que si cette jeunesse-là n'est pas nourrie d'espoir, on risque de la perdre. C'est dommage pour le continent. C'est plus que dommage. D'accord. Et à votre niveau, au niveau de l'Assemblée, qu'est-ce que vous faites pour éradiquer ce fléau? Au niveau de l'Assemblée, je vais être très franc avec tout le monde, parce que vous savez, il y a 176 députés au niveau de l'Assemblée nationale de la République islamique de Mauritanie, mais il n'y a que 27 députés de l'opposition sur les 176. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement, il a une majorité mécanique. S'il veut passer n'importe quelle loi, il va la passer. Ça soit très clair ici. Maintenant, qu'est-ce que moi, personnellement, je pense? Je pense que des voix comme nous au Parlement, elles sont très audibles. Pourquoi? Parce qu'elles font le contrepoids de l'action du gouvernement. Elles réorientent l'action du gouvernement. Elles posent les réels problèmes de société au niveau de notre pays. Et si le gouvernement est intelligent, il doit profiter de ce que nous disons pour aller vérifier et pourquoi pas rectifier. Si cela se fait, je pense qu'on aura à gagner. Mais aujourd'hui, moi, je suis très fier de notre arrivée au Parlement. Pourquoi? Parce que tout simplement, les jeunes, ils ne regardaient même pas la télé mauritanienne. Hein. Ils ne s'intéressaient pas à ce qui se passe au Parlement. Hein. Maintenant, avec l'arrivée des députés comme nous et comme d'autres de l'opposition, les jeunes commencent à s'intéresser à la chose publique. Il y a cet éveil de la conscience vers l'intérêt général et l'intérêt public. Et je pense que c'est déjà un pari qu'on est en train de gagner. Après, il faut pas tirer ses oreillers et se dire, ouais, tout va très bien. Non. Il faut continuer le travail. Il faut que la dynamique de conscientisation et de prise de conscience de cette jeunesse-là continue et se fasse. Je suis en train de la faire à mon niveau. Vous êtes en train de la faire avec esprit positif. D'autres sont en train de le faire dans la société civile. Je pense que c'est un travail collectif de chacun, mais pourvu qu'il soit teinté de sincérité dans le combat. Est-ce que vous voulez dire qu'il n'y a pas de politique de jeunesse de la part du gouvernement? Je ne dirais pas il n'y a pas de politique de jeunesse de la part du gouvernement, mais il y a un déphasage de la politique de jeunesse du gouvernement. Quand vous mettez des programmes pour une jeunesse et que cette jeunesse n'est pas contactée, elle ne participe pas, elle ne donne pas son opinion sur ce que vous êtes en train de concevoir pour elle, ça n'a pas de sens. Ce qui est fait pour nous, sans nous, est fait contre nous. Si on doit faire des choses, on doit le faire avec les jeunes. On doit inviter la jeunesse. On doit la pousser à participer au débat contradictoire. Aujourd'hui, la Mauritanie a plus que jamais besoin d'un débat contradictoire sur la situation de la jeunesse. Quand moi, je suis un jeune qui vit dans le ghetto, qui habite dans la banlieue, et que je sais que cette jeunesse-là, pour pouvoir même venir dans une place de liberté, elle est obligée de venir au centre-ville, je pense que c'est un échec. Je l'ai dit la dernière fois, il faut qu'il y ait une décentralisation. Il faut qu'il y ait des terrains de foot dans les banlieues. Il faut qu'il y ait des espaces bien faits, réalisés, pour que les jeunes dans les banlieues puissent eux aussi se sentir chez eux. Mais quand tu as envie de manger un bon plat dans la banlieue, tu n'as pas un bon restaurant, tu es obligé de descendre au centre-ville, ce n'est pas bien. Quand tu as envie de courir juste pendant le mois de Ramadan, tu dois descendre à la place de la Liberté et faire presque 20 km de PK jusqu'à devant l'Assemblée, c'est un échec. Aujourd'hui, 5e, 6e, les zones de banlieue, Arafat, Darnaïm, il faut décentraliser. Il faut permettre à ces jeunes-là d'exister. Il faut leur donner la lueur d'espoir et de croire en leur pays. Si vous ne le faites pas, ils vont prendre leur clic et leur claque et partir aux États-Unis et ailleurs. Le féodalisme et l'esclavage sont des réalités ici en Mauritanie. Comment vous analysez et comment vous pensez qu'on peut éradiquer ce fléau? Vous savez, tout à l'heure, j'ai dit, la Mauritanie a besoin de justice. Si vous voulez éradiquer la féodalité, vous voulez éradiquer l'esclavage, les séquelles de l'esclavage, vous êtes obligé d'appliquer la justice. Quand il n'y a pas de justice pour tous, tout le reste ne sera que hypothétique. Ça sera juste le fait de vouloir dire des choses, mais en définitive, il n'y a rien. Aujourd'hui, pour pouvoir régler la question de la féodalité, la question de l'esclavage, la question de tout ce que vous voulez, il faut tout simplement appliquer la justice. La Mauritanie a un arsenal juridique très complet sur cette situation-là, mais manque de pugnacité, manque de force, manque de conviction. Et quand vous gouvernez et que vous n'avez pas la conviction de régler un problème, il va jamais se régler.
Aujourd'hui, nous avons besoin d'un État fort, d'un président fort, d'un gouvernement fort, qui n'est pas dans la prise de parti, mais qui est dans l'application de la loi et rendre justice. Si cela n'est pas fait, on va tourner en rond, on va dire et redire, mais rien ne va se passer. Parce qu'en définitive, si vous êtes dans ce pays, ou moi je suis dans ce pays, il y a une seule chose qui doit nous lier, c'est le respect de la loi. Rien que le respect de la loi. Si la loi n'est pas respectée, si moi je suis le fils d'un ministre ou le fils d'un chef de tribu, je peux me comporter comme je veux. Mais le fils d'un caméraman ou le fils d'une vendeuse de couscous, dès qu'il lève le plus petit doigt, il se fait gifler, tabasser, il est conduit au commissariat, il est mis en prison, sans aucune justification. Je pense que ça n'aide pas notre pays à avancer. Ce qui aidera notre pays à avancer, c'est l'application stricte de la loi pour pouvoir rendre la justice. D'accord. Vous pensez que justice n'est pas faite sur les populations de Ngaoulé qui ont été privées de 900 hectares de leur terre. Et il y a des personnes qui manifestaient et qui ont été arbitrairement mises en prison. Vous pensez que l'accès à l'appropriation et la question foncière est d'actualité dans ce pays? Est-ce qu'il y a une expropriation? Je voudrais quand même faire une petite précision qui est importante pour moi, pas pour vous. Pour l'histoire de Ngaoulé, je suis le premier Mauritanien qui a mis pied sur les terres de Ngaoulé pour pouvoir alerter les autorités mauritaniennes à l'époque. Et c'est par la suite qu'il y a eu les manifestations et la société civile a rejoint le terrain. Donc je connais très bien ce dossier-là. Le dossier de Ngaoulé, c'est un dossier de l'arbitraire, comme tous les dossiers du foncier. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, vous savez, et ça aussi, c'est l'échec de l'administration territoriale de notre pays. Pourquoi? Parce qu'avant, les préfets, les gouverneurs pouvaient donner des terrains n'importe comment à n'importe qui. Et dans l'histoire de Ngaoulé, l'un des propriétaires terriens qui a pris le foncier est le fils d'un ancien gouverneur de la zone. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'administration de notre pays, elle prend parti. Et si on n'applique pas la loi et que vous prenez parti dans l'application comment dirais-je, des distributions de parcelles, de fonciers, de terres, appelez-les comme vous voulez, vous le faites dans une anarchie absolue. Je pense que c'est ça qui risque. Et je l'ai dit la dernière fois au ministre de l'Intérieur. Attention, la Mauritanie est presque entre la guillotine sur cette affaire de foncier. Pourquoi? Parce que 6 mois, non c'est bon, on y va. 6 mois, je sais que j'ai le droit à des terres ancestrales que j'ai trouvées devant moi et qu'il y a un monsieur qui sort avec un papier alors qu'il n'est même pas de la zone. Il vient de plus de 1000 kilomètres de la zone où j'habite alors que moi, mes parents, mes grands-parents ont pu faire évoluer ces terres-là. Je pense que ce n'est pas bien. Aujourd'hui, ce qui est le mieux pour nous et pour l'État mauritanien, c'est de rendre justice dans l'accès au foncier. Aujourd'hui, il y a une injustice totale. C'est pas qu'en Ngaoulé. Vous avez d'autres zones qui, aujourd'hui, les terres sont spoliées de la manière la plus abjecte. Et aujourd'hui, vous avez Djek et Brum. C'est juste à Rosso aussi, pas loin de Ngaoulé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? L'État a dit, nous allons aménager les terres pour les villages. Les villages ne sont même pas à 400 mètres de leurs terres. Qu'est-ce qui s'est passé? Djek, Brum est plus habité par les Wolofs. Et ça fera peut-être mal de le dire, mais les Wolofs ne sont pas représentés dans le gouvernement mauritanien, alors que c'est une communauté mauritanienne. Le Wolof est une langue nationale reconnue dans la Constitution, mais le Wolof, en tant que citoyen mauritanien, est absent de la décision dans le gouvernement mauritanien. Qu'est-ce qui se passe à Djek à l'heure actuelle où je vous parle? Le gouvernement a dit, nous allons prendre les terres, nous allons les travailler, aménager. Ensuite, on va voir avec la population. Ils ont aménagé les terres, ils ont fini. Ils ont appelé les militaires, ils sont en train de leur distribuer des terres qui ne leur appartiennent pas. Vous pensez qu'on peut construire un pays sur la base de l'injustice et de l'inégalité? Non. Et si nous ne faisons pas attention, l'insécurité, l'instabilité de la Mauritanie risque de venir par le biais de l'accaparement et de la spoliation des terres. Parce que moi, je peux pas accepter que j'ai des générations et des générations, nos terres nous appartiennent et à un bon moment, on nous prend un autre monsieur qui a fait un papier qu'il sort de nulle part et il est propriétaire. À Liksey Bagorgol, la même situation se passe. Des gens qui habitent là depuis des générations et des générations, depuis des centaines d'années.
Un monsieur sort de nulle part avec un papier pour dire les 30 hectares qui restent autour de ce village lui appartiennent. Mais vous pensez qu'on peut régler les problèmes comme ça? Moi, j'ai dit non. Il faut faire un état, des états généraux sur la situation du foncier. Situer les responsabilités, mais surtout centraliser. Parce que aujourd'hui, vous avez le ministère de l'Habitat qui va vous dire, moi, je fournis les plans certifiés, mais c'est le ministère des Finances qui donne les terres. Non, non, non. Lui, il va te dire, non, 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 c'est pas nous. Nous, on donne juste pour l'usage habitable. Pour le reste, c'est le ministère de l'Intérieur. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut qu'il y ait une centralisation de la décision autour du foncier. Et aujourd'hui, la Mauritanie n'a pas une loi claire sur le foncier. Et ça, c'est un handicap. Depuis 1983. Il n'y a pas de loi. C'est un comité militaire qui, à l'époque, avait régi la situation sur le foncier. Et ce n'est pas possible. Un pays, c'est des lois, c'est des règles à respecter. Si vous ne pouvez pas les respecter, ça n'a pas la peine. La faute à qui? La faute est à ceux qui ont la décision et qui ne la prennent pas. Ceux qui gouvernent. Quand vous gouvernez, vous devez assumer. Quand vous gouvernez, vous devez prendre des mesures, des décisions. Si moi, je peux me sentir plus fort qu'un ministre parce que je suis le chef d'une tribu, mais c'est catastrophique. Nous sommes dans un État. Nous ne sommes plus au temps de l'Empire, où ce sont les tribus qui décident. Non, nous sommes dans un gouvernement. Nous sommes dans une république. Les républiques, ce sont les règles, la loi, et la force doit rester à la loi. Voilà un peu, en tout cas, ce que je pense de la situation du foncier. Est-ce que vous et votre parti, vous avez un projet pour cela? Le seul projet que nous avons, nous, pour la Mauritanie, c'est la tolérance, c'est la justice et bien sûr permettre à tous les Mauritaniens de se retrouver. Pour pouvoir se retrouver, encore une fois, nous, notre projet le plus important pour la Mauritanie, c'est la justice. Pour moi, vous ne pouvez pas construire un pays sans justice. Parce que, vous savez, le fait de rendre justice, c'est ça qui va permettre à tous les Mauritaniens de se retrouver autour de l'essentiel, autour de la nation. Si vous avez un projet de santé, un projet d'éducation, un projet de développement de jeunesse, je vais faire des stades, je vais faire ceci, je vais faire cela, mais vous n'avez pas la justice pour pouvoir l'appliquer. Vous êtes en train de vous fourrer le doigt dans l'œil. Parce que moi, si je sais qu'il n'y a pas de justice, je peux me comporter comme je veux. Parce que je sais qu'à la fin de la bêtise que je ferai, je ne serai pas sanctionné. Donc, la sanction, elle régit la vie de la société. Et la sanction ne peut passer que par la loi. D'accord. À part la justice, quels sont les défis les plus pressants auxquels la Mauritanie est confrontée? Et en termes de développement humain, bien sûr. En termes de développement humain, la Mauritanie est aujourd'hui confrontée à la chose la plus importante, c'est de pouvoir permettre à sa jeunesse de se former, de s'insérer dans le tissu social, de travailler. Un jeune, il a besoin de fonder une famille. Un jeune, il a besoin d'exister. Il ne peut pas exister sans travail. Il ne peut pas exister sans formation spécialisée. Les besoins les plus urgents, c'est que la Mauritanie vient de découvrir un gisement ultra important en gaz entre la Mauritanie et le Sénégal. Et que le Sénégal est en parfaite harmonie et pleine croissance sur l'idée même de gérer son gaz, qu'il partage avec la Mauritanie. Alors que nous, jusqu'au moment où je vous parle, c'est le blackout total sur le gaz. Et certaines indiscrétions même disent que la Mauritanie a déjà contracté des dettes de plus de 100 millions de dollars ou d'euros qui seront remboursés sur un gaz qui n'est même pas encore exploité. Le Sénégal a des écoles où ils sont en train de former en gaz, en mines, etc. En Mauritanie, nous n'en avons pas. Nous sommes en train de construire. Ce n'est pas terminé. Vous savez, gouverner, c'est prévoir. On ne peut pas gouverner sans prévision. Si on n'a pas une vision claire, on ne peut pas. Donc les urgences, elles sont là devant nous. Les urgences, c'est de permettre aux Mauritaniens d'accéder aux sociétés étrangères qui sont établies chez nous et de permettre à notre jeunesse de travailler. Comme Taziast, qui exploite de l'or, qui sont des Canadiens, qui sont ici. La priorité, il faut la donner aux enfants africains sur le continent africain. La priorité, il faut la donner aux Mauritaniens sur le territoire mauritanien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas ouvrir la porte aux autres. Non, nous avons besoin d'expertise. Nous avons besoin de nous ouvrir aux autres. Je ne suis même pas dans cette logique-là, mais je suis dans une logique de priorisation de la jeunesse mauritanienne. Si cette jeunesse est reléguée au second plan et que ce sont ces d'autres pays qui viennent exploiter notre pays, prendre toutes nos richesses et partir et nous laisser avec les maladies et les poussières résultantes, je pense que cela est abject.
D'accord. Est-ce que c'est pour cela que vous avez décidé de choisir le candidat Maître Elid Mohamden Mbarek? Nous l'avons choisi, et d'ailleurs il sera investi aujourd'hui. Nous l'avons choisi parce que, d'abord, c'est qui Maître Elid? Elid Mohamden Mbarek, c'est un avocat. Avant d'être député, c'est sa deuxième législature. Mais c'est un avocat militant des droits de l'homme. À la base, c'est un avocat des affaires qui s'est spécialisé dans les droits de l'homme. C'est l'avocat de SOS Esclaves. C'est quelqu'un dans les problèmes de terre de Ngaoulé, dans tous les problèmes des jeunes, etc. Vous le voyez là. Nous avons besoin d'un président qui comprend nos priorités et nos besoins. Nous n'avons pas besoin d'un Mauritanien qui ne sait pas ce qui se passe. Aujourd'hui, je juge personnellement, et je le pense très profondément, que l'Eid peut être un excellent président pour deux raisons. La première raison, c'est quelqu'un qui connaît le droit. La deuxième raison, c'est un métis qui appartient à toutes les diversités culturelles de notre pays. Ça, c'est un atout. Et c'est un atout qu'il faut exploiter. L'autre aspect, c'est quoi? C'est quelqu'un de très tolérant et de très humain. Vous ne pouvez pas être un leader, vous ne pouvez pas gouverner un pays si vous n'avez pas d'empathie. Nous avons besoin des gens qui sentent nos douleurs. Nous avons besoin des gens qui sentent nos craintes. Nous avons besoin des gens qui comprennent nos besoins et qui nous accompagnent à régler nos problèmes, mais à reconforter et à solidifier notre unité. Raison pour laquelle nous avons tous, au sein du Parti FRUD, choisi la candidature de Maître Elid. Votre gouvernement a récemment initié un dialogue. Est-ce que vous pensez que c'est sincère? Le gouvernement mauritanien n'a jamais été sincère dans les dialogues. Je vais donner un exemple. Vous savez, moi, je ne critique pas pour critiquer. Je critique pour dire ce que je pense. Ce même gouvernement avait initié un dialogue inclusif avec presque toutes les parties. Même les partis considérés les plus radicales de l'opposition ont répondu à ce dialogue. Le dialogue a été entamé. Et vu que le gouvernement mauritanien continue à entretenir des questions taboues autour des événements 89, autour des assassinats des négros mauritaniens, etc., en plein dialogue, l'État mauritanien a demandé l'arrêt du dialogue, sans aucune explication. Un gouvernement, un président de la République, un pays avec ses dirigeants qui se comportent comme ça, ils vous invitent au dialogue, vous partez. Moi, je suis un homme du dialogue, je ne suis pas un partisan de la chaise vide. Mais je suis pas aussi partisan d'un dialogue inutile, dont on sait que l'aboutissement n'ira nulle part. Et le gouvernement, à ce que je sache, n'a pas encore initié de dialogue. Il souhaite initier le dialogue. Mais il va dialoguer avec qui? Il doit dialoguer avec toutes les forces vives de la nation. Vous ne pouvez pas choisir avec qui dialoguer si vous gouvernez un pays. Vous ne gouvernez pas votre maison, vous ne gouvernez pas vos enfants, vous ne gouvernez pas votre quartier. Vous gouvernez un pays. Et quand on gouverne un pays, on doit respecter toutes les forces qui composent ce pays-là. Pour le moment, le dialogue, on verra ce que cela va donner. Mais moi, je ne suis pas partisan de la chaise vide. Si j'ai des choses à dire, je suis prêt à venir autour d'une chaise, dire ce que je pense. Et écouter les autres aussi. Dire ce qu'ils pensent, pourvu qu'on se respecte mutuellement dans notre optique et dans nos visions, même si elles sont différentes. D'accord. En tant que voix des jeunes du G5 Sahel, comment analysez-vous la crise qui sévit dans la zone comme étant un théâtre de crise institutionnelle? En tant qu'ancienne voix du G5 Sahel, parce que j'ai quitté le G5 Sahel il y a plus de 5 ans. Vous savez pourquoi? Parce que j'étais sûr et certain que ce qui était en train de se faire n'était pas vrai. Et quand je l'ai dit, je me suis fait attaquer par beaucoup de gens qui, à l'époque, se faisaient sucrer avec les financements du G5 Sahel. Aujourd'hui, il n'y a plus de G5 Sahel. Est-ce que même il y a un G2? C'est ça la réalité. Vous savez, l'Europe continue à penser que nous sommes à l'époque de la colonisation et que l'Afrique va toujours demeurer ce continent que nous maîtrisons. Non. L'Afrique a connu des générations, de Patrice Lumumba à Mandela. Les gens pensaient que ces générations sont terminées. Il y a une génération encore pire qui arrive. Cette génération pire, c'est cette génération qui dit, écoute, tu parles, mais je parle. Je n'obéis pas. Les nations ne sont pas des amis. Ce sont les intérêts qui les lient. Que l'Europe vienne en Afrique défendre son intérêt, oui, mais que les Africains aussi, et que l'Europe accepte à l'Afrique de défendre ses intérêts. Si cela est prêt, je pense que n'importe quel G5 ou G10 ou G20 du Sahel qui viendra marchera. Mais tant que cela n'est pas dans ce sillage-là, c'est une perte de temps. Vous avez vu aujourd'hui l'instabilité qui se passe dans l'espace des G5 Sahel. Le Burkina, le Niger, le Mali.
Tous ces pays sont en train de quitter la CEDEAO. Tous ces pays se sont formalisés dans une autre optique et dans une autre vision politique. Tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, dont la base de ces pays furent colonisés par la France, sont en train de tourner le dos à la France pour aller vers la Russie. Mais la France doit faire une table rase, doit faire une autocritique de sa situation géopolitique et géostratégique en Afrique de l'Ouest. Sinon, cette hémorragie va continuer. Les gens ne sont pas, nous, on n'est pas contre la France, mais on est contre la politique d'imposition que la France veut nous faire. Mais pas que la France, mais aussi de toute l'Europe et même de l'Amérique. Il y a une génération de dirigeants africains qui va arriver. Personne ne peut arrêter cela. Cette génération-là, elle prendra ce qui lui appartient. Et elle va négocier ses intérêts avec les autres. Et ça, c'est le phénomène le plus naturel de l'histoire de l'Afrique. L'Afrique ne peut pas continuer à être une éternelle victime. L'Afrique, elle sera le territoire de tous les concerts de nations, de toutes les stratégies et de tous les débats, mais aussi elle sera le poumon du développement de l'humanité. C'est une question de temps. Mais il faut que les jeunes Africains, les jeunes générations se préparent à cela. Mais d'autres disent que les Africains se substituent de maîtres. Oui, ça c'est d'autres qui le pensent, mais nous, on est Africains, on ne le pense pas. On ne le pense pas. Nous avons grandi avec les Blancs. Nous avons grandi dans des familles françaises. Dans nos propres familles, les gens savent comment nous pensons. Nous sommes tolérants, nous sommes ouverts, nous sommes respectueux. Mais quand il faut dire non, on va dire non. Quand il faut dire oui, on va dire oui. Et quand les autres aussi doivent accepter, ils vont accepter pour nous. Je pense que cette dynamique-là de l'Afrique, personne ne peut plus la stopper. C'est le phénomène le plus naturel de toute évolution de société. L'Afrique a longtemps subi. Et maintenant, vous voyez ce qui se passe autour. Ça ne va laisser personne. Pourvu que ce soit des issues positives pour l'Afrique. C'est tout. Mais la France va partir, à coup sûr. La Russie va revenir. Va venir. Après la Russie, ce sera peut-être les États-Unis. Oui. Et pourquoi l'Africain ne peut pas être autonome? Vous savez, c'est facile de parler d'autonomie tout de suite de l'Afrique. Avec toutes les guerres que l'Afrique a subies, avec toutes les hémorragies économiques, avec tous les pouvoirs instables que l'Afrique a, on peut être autonome. Mais nous avons besoin d'un temps pour être autonome. Et nous avons besoin de partenaires pour pouvoir combler le gap. Il y a un grand gap. Il y a un grand vide. Pour pouvoir combler ce vide-là, il faut quand même aller doucement. Ce n'est pas la révolution du biceps, mais ça sera la révolution du cerveau. Donc, et l'Afrique est en train de jouer sa partition. Et ça va pas tarder. Croyez-moi, je le dis ici. Mais ça ne va pas tarder. Et l'avenir nous dira. D'accord. Parce que on donne souvent l'exemple de la Chine ou bien les Andes. Ils sont parvenus à émerger à un moment très 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 court. Et pourquoi nous, les Africains, on ne peut pas leur imiter? Oui, vous savez, nous, Africains, on peut les imiter. Mais ce que la Chine, l'Inde et le Japon ont fait, il faut aussi que nous, qu'on le fasse, mais dans le contexte réel du continent africain. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont investi dans l'éducation. Si nous continuons à danser dans des cérémonies de mariage, à taper des tam-tams, le développement ne sera pas tôt. Il faut que nos enfants soient éduqués. Il faut qu'on crée un modèle d'éducation pour nos enfants. Et il faut que nous, en tant que futurs dirigeants, il faut que nous pensions à une chose. Nous ne travaillons pas pour nous. Nous travaillons pour les générations futures. Le problème des dirigeants africains, c'est qu'au moment où ils doivent prendre des décisions, ils ne pensent qu'à eux. Et c'est là le problème. La Chine, le Japon, l'Inde, ils ont pensé aux générations futures. Il faut que les Africains, dans leur politique, pensent aux générations futures. Qu'elles travaillent pour les générations du présent, mais tout en préparant le futur. Il faut qu'il y ait un tracé visible pour les autres générations. Quand elles vont venir, elles vont s'inscrire dedans. Mais si un président ne prend une décision qu'en tenter pour son propre intérêt et non pour l'intérêt général, l'Afrique ne pourra jamais se développer. Mais comme je dis, il y a une génération qui arrive. Certains me disent non, il y a des présidents qui vont jamais quitter. Moi, je leur réponds ceci. Si vous ne quittez pas par la maladie, vous quitterez par la vieillesse. Si vous ne quittez pas par la vieillesse et la maladie, c'est la mort qui vous prendra. Et même les enfants de ces dictateurs-là,
Ils seront influencés par la modernité et par les besoins de l'Afrique. Ils n'ont plus le choix, en fait. L'étau c'est tellement resserré que vous ne pouvez plus trop réfléchir pour le développement de l'Afrique. C'est une obligation et c'est une demande de la jeunesse africaine. On arrive maintenant aux questions à réponse rapide. Est-ce que vous pouvez partager avec nous un moment qui vous a particulièrement marqué dans votre carrière? Je peux pas vous dire, honnêtement, parce que tous les moments de ma carrière sont exceptionnels. Qu'ils soient positifs ou négatifs. Comment vous définissez la richesse? Pour moi, être riche, et d'ailleurs je suis très riche, être riche, c'est savoir donner aux autres, savoir être là pour l'autre, savoir aider l'autre, savoir se mettre à la place de l'autre. Si vous n'êtes pas capable d'empathie, si vous n'êtes pas capable de donner de votre temps pour les autres, vous ne serez pas capable de donner votre temps pour qui que ce soit. Pour moi, la richesse, c'est quand on partage. Quand vous partagez de la nourriture. Et cette richesse, je pense que, en définitive, tous les Africains doivent se bomber le torse et dire qu'ils sont riches. Parce que nous avons grandi dans cette richesse de partage, de solidarité, de respect, d'amour, de fraternité. Moi, c'est dans ça que j'ai grandi. Et pour moi, c'est mon capital humain. Et c'est la richesse la plus importante pour moi. Comment aimeriez-vous que les gens se souviennent de vous et de votre parcours? Qu'ils se souviennent d'un jeune Mauritanien, d'un jeune Africain qui est fier de l'humanité, qui a voulu bien faire les choses. Maintenant, au moment où ils vont se souvenir de moi, cela veut dire que je serai plus de ce monde-là. Mais j'espère, moi, travailler une empreinte qui permettra aux autres de garder quelque chose de positif de moi. Si aujourd'hui était la fin, est-ce que vous seriez content de votre passage sur Terre? Si tout de suite était la fin, je serais très fier de moi. Parce que tout simplement, je sais que je n'ai jamais fait quelque chose pour faire du mal. Et que je me suis toujours battu pour que la justice soit rendue à tout le monde. Et aujourd'hui, je suis encore plus que prêt pour la mort, ce qui n'est pas facile. Si vous avez la possibilité d'écrire un message et que tout le monde le voit en même temps, ce serait quoi? Ce serait aimez-vous et restez unis. Ton plus grand regret? Je n'ai aucun regret parce que pour moi, il n'y a jamais de regret. Tous les échecs sont des succès parce qu'il faut échouer pour pouvoir réussir. Il faut transcender les échecs pour pouvoir prétendre à un succès ou une prétendue réussite. Pour moi, il n'y a pas d'échec. Ce que vous détestez le plus chez les Mauritaniens? Ce que je déteste le plus chez les Mauritaniens, c'est le manque d'hygiène. Un livre qui vous a marqué? Paulo Coelho, l'alchimiste. Une personne que vous aimeriez qu'on invite dans Esprit Positif? Maître Leïdoul Mohamed Ould Mbarek, notre candidat à la présidentielle. Un message d'espoir à cette jeunesse qui vous écoute, qu'avez-vous envie de leur dire? J'ai envie de dire à cette jeunesse africaine-là de garder sa dignité, de se battre et que personne ne le fera à sa place. Il ne faut pas penser que la vie n'est faite que de réussite et de facilité. La vie, elle est faite de combats, elle est faite de difficultés. La vie, elle est faite de souffrance. Si vous ne souffrez pas, vous ne méritez pas le repos. Si vous ne travaillez pas sous le soleil, ne pensez pas à vous reposer à l'ombre. Cette jeunesse-là, elle doit comprendre que c'est maintenant qu'elle doit jouer sa partition et qu'elle doit arrêter de pleurnicher sur son sort, sortir de la bulle de la victimisation pour se battre et créer un modèle et un monde pour nous, qui nous appartient. Un modèle dans lequel la base de ce modèle sera la justice et l'équité. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'équité, cette jeunesse-là n'a qu'à savoir qu'elle s'est sacrifiée. Super, c'est déjà la fin. Merci. On a été trop embarqué dans vos propos. Merci beaucoup. Et je tiens ici à témoigner du sens de votre humilité. Merci. Et votre courtoisie. Et ce qui Merci. ne court pas les rues pour des personnes qui occupent des postes de ce genre. Les personnes, d'habitude députés ou bien qui occupent des fonctions dans le gouvernement, sont d'habitude insolents. Mais ce que j'ai remarqué, à chaque fois que je vous ai envoyé un message, même si vous tardez à répondre, vous me dites que désolé du retard. Et on le sait. Et vous pouvez ne pas vous excuser parce qu'on sait que vous êtes occupé, vous avez beaucoup de dossiers à gérer. Mais à chaque fois, vous me dites que désolé d'avoir tardivement répondu. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué en vous. En tout cas, on vous remercie au nom de toute l'équipe et on vous félicite pour tout ce que vous avez eu à entreprendre jusque-là pour la Mauritanie, pour aussi le continent. Je pense qu'on aura encore d'autres discussions aussi palpitantes que celui-là, parce qu'aujourd'hui on a été vraiment restreint par des contraintes de temps, parce que comme vous le rappelez tout à l'heure, votre candidat doit
faire sa cérémonie d'investiture aujourd'hui. Et on vous souhaite bonne chance pour la suite. Quel est votre mot de la fin? Moi, à mon tour, je vous remercie pour avoir porté votre choix sur ma modeste personne. Vous avez parlé de député, de pouvoir, etc. Moi, je pense que dans la vie, il faut deux choses. Quand vous avez le pouvoir, la première des choses que vous devez mettre dans votre tête, un jour, vous n'aurez plus le pouvoir. Mais qu'est-ce que vous aurez laissé comme image? Et la seule chose que je veux laisser dans ma vie, cette humilité, ce respect de l'autre. Pour moi, c'est mon modèle, c'est ma base. Je suis obligé d'être comme ça, sinon je serais en contradiction avec moi-même. Je vous remercie, je vous souhaite un très bon séjour ici. De toutes les façons, Sénégal et Mauritanie, ben là, quoi. Donc voilà, je vous remercie. C'est sur ces mots que nous concluons aujourd'hui. Nous avons le privilège d'être transportés par le récit vibrant et inspirant de Halim Mamadou Diallo, un homme dont le courage et la détermination ont illuminé nos cœurs et nos esprits. Honorable, votre voix résonne comme un hymne à la résilience et à la solidarité, et nous vous remercions du fond du cœur pour le partage de votre parcours extraordinaire. Vous incarnez l'espoir et la force de la jeunesse mauritanienne et africaine. Votre dévouement envers les droits de l'homme et le progrès social est une source d'inspiration pour nous tous. À nos précieux auditeurs, nous vous remercions pour votre fidélité et votre engagement à suivre cette conversation captivante. Votre soutien nous encourage à poursuivre cette mission de donner la voix à ceux qui la méritent, de partager des histoires de courage et de résilience qui illuminent notre monde. Un immense merci également à toute l'équipe technique qui a rendu cette émission possible avec son professionnalisme et son dévouement. Leur travail en coulisses est essentiel pour faire entendre les voix qui comptent. Je pense bien sûr à Cher, notre chef d'équipe, Am qui est ici notre coordinateur, Lai le réalisateur et Moufti pour la partie informatique. Pour finir, rappelez-vous que la richesse d'un homme se mesure à sa générosité envers les autres. À lundi, Inch'Allah, d'ici là que les étoiles dansent dans vos rêves, que les mots chantent dans vos cœurs et que l'amour guide chacun de vos pas. Merci à tous et que cette discussion avec Khali Diallo soit gravée dans l'éternité de vos souvenirs. Peace and one love.